Bonsoir tout le monde, je m'appelle Akosh Verbocci. Jean-Frédéric m'a gentiment demandé je ne sais pas trop pourquoi, d'animer cette soirée de lancement. J'ai mes questions. C'est drôle parce que d'habitude, c'est toi qui poses des questions. Jusqu'ici, tu n'as publié, tu n'as publié que des entretiens, tu as publié des entretiens. Et là, c'est un premier livre, mais avant mes questions, j'ai envie de te demander comment tu te sens avec une salle remplie comme ça, avec tes proches, tes amis, tes connaissances, tes collègues, tes fans déjà qui viennent te voir. On est dans une émission People. Oui. Euh, mais la question est un peu incontournable. En fait, moi, je suis envahi d'un sentiment de fébrilité. Je pense que c'est le mot que je répète depuis plusieurs jours maintenant. C'est ce mélange d'excitation, mais de nervosité. Puis, je veux pas trop te devancer ou divulgacher tes questions, mais c'est une aventure. Écrire, c'est comme ça que je le ressens. Il est question d'aventure dans le livre, on en reparlera. Mais j'ai l'impression de vraiment vivre une aventure. Puis il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie, je pense, où on peut retrouver tous ces mondes, ses amis, sa famille, ses collègues, dans un seul endroit. Alors franchement, c'est émouvant. Alors fébrile et ému. Et fier aussi, j'espère, quand même. Parce que c'est le début de quelque chose, mais Progressivement. c'est quand même un accomplissement. La première question je l'aime pas ma première question mais on la pose tout le temps quand on a publié un livre, surtout un livre qui est décrit même par l'éditeur comme étant explorant les formes hybrides et exploratoires. Toi, comment tu définis ce livre? Euh, Parfois, récit de voyage, un essai, une méditation philosophique, un regard journalistique quand même, on sort pas le journaliste quand même de toi. Et comment peut-être c'est même pas intéressant ou important, mais comment tu le décris, toi, cet objet? Euh, c'est une bonne question. Je te rassure, c'est une bonne question. Puis c'est une réponse que je peux donner, je pense, seulement a posteriori, c'est-à-dire après l'avoir écrit. Il y a eu quelque chose d'assez nouveau pour moi, c'est-à-dire de tout labeur, de tout travail, de toute entreprise que j'ai fait. C'en est une qui est venue spontanément et qui a coulé de source d'une certaine façon. Donc, ça a vraiment été un grand plaisir et en quelque sorte une aventure. Et là, donc, je ne me suis pas posé beaucoup la question au départ, qu'est-ce que je m'en allais écrire? Je n'avais pas un projet défini au départ de suivre un modèle, de suivre un genre, de suivre. J'y suis allé assez spontanément et je pense que organiquement, c'est le mieux que je puisse donner comme explication. Il y a mes différentes facettes, mes différents désirs, mes différentes impulsions qui se sont mélangées ensemble. Alors, il y a l'aspect journalistique. C'est des formations professionnelles oubliées. J'ai été journaliste pendant une bonne dizaine d'années. Alors, j'ai fait des entretiens quand même sur place là-bas. J'ai un souci des faits et de rapporter les choses telles qu'elles ont été vues. Ça, c'est la partie journalistique. Et il y a une partie que j'ai un peu plus de difficulté à définir parce que c'est un peu nouveau pour moi, mais je dirais plus littéraire, où là, je, j'assume ma subjectivité. C'est-à-dire, après avoir décrit les choses, les gens et les rencontres que j'ai Mm. faites, c'est une chose, mais je les interprète. Et aussi, ben, j'explore des concepts comme l'aventure, l'ennui. Je sonde mon sentiment d'ennui vécu profondément là-bas. Alors ça, c'est une forme d'introspection. Il y a un peu il y a de la réflexivité, il y a de la psychologie là-dedans, mais c'est là qu'on rentre dans quelque chose, je pense, qu'on pourrait qualifier de plus littéraire. Et s'il y a une part philosophique là-dedans, ben c'est que cette introspection ne peut pas se faire, je pense, à vide. Il faut s'appuyer on s'appuie sur des lectures, on s'appuie sur des personnes qui ont pensé plus profondément aux choses. Alors, on lit sur l'ennui, des romans, des ouvrages, et puis ça nous aide à donner forme à un Mm. sentiment qui était, en plus, l'ennui, particulièrement inerte et informe. Alors, c'est un peu comme ça que j'expliquerais le mélange hybride là, que tu décris. Et l'autre question qui va revenir souvent, c'est-tu vrai? Est-ce que t'as-
ton regard? Est-ce que ce que tu as écrit, est-ce que c'est un livre que tu écris après coup? Euh, tu, tu joues quand même un peu avec la réalité? Je dirais pas que je joue avec la réalité, parce que je suis fidèle à une chose, c'est à mon sentiment, fidèle à la Mhm. perception de moi-même. Alors, j'ai vraiment voulu être honnête avec moi-même et donc avec le lecteur aussi, en scrutant, en sondant mon sentiment. J'ai vraiment voulu, ou mes sentiments, j'ai vraiment voulu les décrire au mieux, le plus fidèlement possible. Donc, s'il y a une part de réflexe journalistique, là, d'être fidèle à quelque Mhm. chose, c'est pas au fait objectif, extérieur à moi, c'est d'être fidèle, en plus de... Oui, il y a ça, mais il y a aussi, surtout, d'être fidèle à ma perception, à mon sentiment. Et puis, j'ai pris des notes, j'ai enregistré lorsque je faisais des entrevues, quelques rencontres plus thématiques là-bas, Mhm. mais j'ai pas pris de notes ou très peu sur comment je me sentais au Ouais, quotidien. ouais. C'est, on ne fait pas ça, enfin, on pourrait le faire, mais je n'avais pas le projet à ce moment-là d'écrire là-dessus. Mhm. Alors, je ne prenais pas note. Alors, j'ai été fidèle à un sentiment tel qu'il m'a habité pendant plusieurs années. Parce que c'est un voyage que j'ai fait en 2017 et j'ai commencé à écrire plusieurs années plus tard. Mais il y a quelque chose qui me hantait, il y a un souvenir qui avait perduré et c'est là-dessus que je me suis basé comme matériau pour écrire. Ouais. Et d'ailleurs, ce voyage en 2017, tu le dis l'ouverture du livre, c'est un retour en Mongolie. Tu étais déjà allé 5 ans plus tôt. Euh, c'est un pays qui t'appelait, qui appelait un retour. Tu expliques que c'était, même tu oses dire, Mongolie était une sorte de second chez toi. C'est vraiment intriguant d'emblée. Tu dis aussi, je me promettais l'aventure et tu refusais ce qui peut être une véritable éteignoir, le confort. Et pourtant, tu dis, ce récit est celui d'une personne qui a fait une grande boucle pour revenir à son point de départ, sans frémissement, sans épiphanie, sans transfiguration. C'est une non-aventure. Alors, la question qu'on se pose dès la première page, la deuxième, c'est pourquoi avoir écrit sur ce deuxième voyage et pas sur le premier? Je pensais que ta question, ça allait être est-ce que c'est pas plate? Euh, le premier voyage en 2012, 2011, donc c'est 6 ans plus tard le voyage, euh, ça a été un véritable, enfin, on pourrait qualifier ça d'une certaine aventure, c'est-à-dire que j'ai fait des découvertes, j'ai fait avec enthousiasme et j'ai produit beaucoup de choses. J'étais journaliste à l'époque, c'était la raison pour laquelle j'étais allé. J'étais resté à peu près un mois et j'avais ramené plusieurs articles, plusieurs reportages et c'est vrai que ça m'avait beaucoup fasciné et c'est quelque chose que je décris dans le livre. C'est quelque chose d'un peu mystérieux, a priori, mais des fois on arrive quelque part et on a l'étrange sentiment, même si c'est une contrée a priori assez exotique, lointaine, de se sentir étrangement chez soi, d'être familier, d'être à l'aise. Et c'est peut-être pas vrai, mais on a le sentiment, on en a le sentiment, puis c'est suffisant pour avoir cet effet-là. Euh, donc, c'est ça qui m'a habité. J'ai produit là-dessus, c'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir épuisé les choses que Mm. j'avais à dire là-dessus. Le voyage que j'ai fait 5, 6 ans plus tard, en 2017, j'étais là, l'ambition était beaucoup plus grande. Je m'étais dit, là, j'assume ma fascination pour ce pays, je profite de la fenêtre d'opportunité que j'ai et je m'en vais. J'ai pris un billet aller simple pour Ulaanbaatar au mois de janvier. J'ai dit, je déteste l'hiver, je vais aller vivre en Mongolie. C'est plein de sens. J'ai dit, dans l'aventure, ça prend un peu d'adversité, ça prend un peu de nouveauté, alors je vais aller vivre ça. Donc, je pense que, et là, finalement, je me suis ennuyé comme les pierres pendant un mois et demi, 2 mois, et au point où j'ai dit, bon, mais je reviens, je prends mon billet de retour, j'ai eu une occasion de partir, je suis parti. Je pense que c'est, et pourquoi j'ai écrit là-dessus, ben, c'est parce que ça me hantait. Il y avait un sentiment d'échec d'abord qui est un peu vexant, Mhm. pour me rendre compte plus tard que justement c'est quelque chose qui perdurait, qui me hantait toujours. Je me dis, ben, il y a des thèmes ici à explorer. Il y a quelque chose à investiguer. Et c'est là que le thème de l'ennui, de l'aventure, du voyage sont arrivés. Et c'est là que j'ai découvert que l'ennui, qui est un défi, écrire sur l'ennui, c'est a priori, c'est un sentiment de vide. Mais là, il y a
découvert qu'il y avait de la matière à découvrir, à approfondir. Oui. Puis, tu fais aussi référence à Mathieu Bellil qui décrit le royaume de la vie ordinaire qui est le Québec, où justement il n'y a pas d'adversité. Ben, sur le plan, il viendra l'expliquer lui-même. Mais que le Québec est un terre, puis là je cite ce qui est écrit dans le livre, le Québec est une terre idyllique, un pays à l'écart des grands tourments de l'histoire. Et on sent que ça fait partie de l'arrière-plan de ton désir de voyage, de vivre une grande aventure, d'explorer. Est-ce que tu penses justement qu'il y avait en toi cette tentative de renouer avec cet esprit d'explorateur, de trouver de l'adversité ailleurs, une façon de sortir de cette vie ordinaire? Et y a-t-il quelque chose de peut-être de typiquement québécois dans cette démarche? Est-ce que c'est un Québécois qui est parti? Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait dans ce, est-ce que, est-ce que ça venait compenser pour un manque, ce voyage? Je ne sais pas si un psychologue dirait que c'est une forme de rationalisation, mais il y a certainement, en tout cas consciemment, une forme de justification à cette ambition. Ça fait, je trouve la thèse de Mathieu Bellil, là, le Québec comme royaume de la vie ordinaire, où euh, les récits grandioses ont un peu disparu, les ambitions collectives sont un peu faibles, pour le résumer très simplement. J'adhère à cette idée et je trouve ça dommage. C'est-à-dire, et c'est d'autant plus dommage que quand on pense à ce que le Québec a déjà été, c'est-à-dire une terre de découvreurs, une terre d'explorateurs, de coureurs des bois, il n'y a pas si longtemps, c'était une terre d'aventure. Et là, de se retrouver aujourd'hui dans une terre idyllique, et je ne le dis pas nécessairement très positivement, hein, c'est-à-dire que c'est par l'idylle, on se conçoit un peu à l'extérieur de l'adversité, à l'extérieur des grands remous de l'histoire, comme tu l'as dit, puis ça peut nous mener à une forme de confort et d'indifférence, pour citer un documentaire québécois bien connu. Alors, je dis oui, il y a ce désir effectivement de justifier, de se pousser un peu à l'extérieur de ces ornières-là et dire, je vais aller à l'extérieur, je vais aller dans une contrée très éloignée, qui en plus a un passé qui est presque qui est grandiose, hein, l'Empire mongol, le plus grand empire qui a jamais été construit sur Terre, dans un pays émergent avec une culture très différente. Alors, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à vivre là qui va me sortir de ce confort et de cette indifférence. Je peux dire ça. Et pourtant, là, il faut bien arriver en Mongolie. Tu arrives en Mongolie, tu es dans un appartement, un Airbnb, tu n'es pas dans un yurt. Tu déposes tes valises, tu t'installes. Puis là, il y a une télé, il y a Netflix, il y a CNN, BBC. Tu lis ton devoir sur ton téléphone. Tu envoies des textos à ta famille, à tes amis. Euh, 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 et tu retrouves finalement, tu fais face à cette vie ordinaire que tu voulais fuir. Mais tu ne blâmes pas entièrement les technologies parce que tu dis, je ne pouvais blâmer entièrement ces technologies mondialisées et dématérialisées qui m'assignaient à résidence. Je m'étais aussi importé moi-même, intégralement, ce qui contraste avec l'excitation, l'anticipation qui précédait ton voyage. Alors le drame, finalement, n'est-ce pas qu'on est toujours en train de voyager avec soi-même? Mhm. Oui. Oui, puis en creusant, je retrouvais des phrases, en fait, il est folie de se fuir soi-même. Sénèque le disait, Montaigne le disait, je l'ai retrouvé dans quelques récits de voyage aussi. Alors, et je me souviens combien de fois j'ai entendu des amis et moi aussi penser que en sortant du territoire, en se lançant supposément dans une aventure à l'extérieur du cadre habituel, on va nécessairement oublier ses petits ennuis, ses petites ruminations et vivre une espèce de grand plaisir et de libération de tout ça. Ben, donc non, rapidement après l'arrivée,
J'ai retrouvé, après l'excitation de l'anticipation, hein, quand on se dit on part et on envisage et on vit son excitation par anticipation, on regarde vers l'avenir, on s'oublie un peu pendant ce temps-là et quand on se retrouve, quand l'avion te dépose et qu'on se retrouve avec soi-même, ben là, il faut ferrailler avec soi-même si on veut vivre l'aventure. Alors, le moment où elle devait véritablement commencer, j'étais habité toujours par les mêmes petits soucis, choses comme Forcément. ça. Et là, manifestement, je n'avais pas les ressorts ou le désir bien aligné pour affronter les obstacles qu'il y a Mm. devant soi. Parce que l'aventure, elle ne vient pas, et c'est un apprentissage ou une leçon rétrospectivement, c'est que l'aventure, même si on veut la vivre, ça prend des dispositions particulières. Il ne s'agit pas de partir, il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas de... Ça prend une disposition qui est prête à affronter une part de risque, une part de contrariété, une part d'adversité. Et si on part trop léger, ce qui était mon cas, on n'est pas paré à ça. Mm. Alors quand on arrive à destination et que là, on se confronte au froid, à la pollution, au fait qu'en Mongolie, l'hiver, dans une ville très grise, sortir, ça demande un petit peu de volonté. Là. Toutes les infrastructures touristiques sont à plat, il ne se passe rien. Alors, il faut justement là ferrailler et afficher de la volonté, puis sortir de Mm. soi. Et manifestement, ça ne s'est pas tout à fait passé. Alors, il y a une disposition qu'il faut avoir, je pense. Il ne s'agit pas de partir, Jean Kelevitch dit assez justement qu'il y a l'excitation dans le désir d'aventure, mais ça vient avec une part d'anxiété. Parce qu'il n'y a pas d'aventure, comme je le disais, sans, même à petite dose, sans péril, sans risque, sans contrariété. Alors, si on n'est pas habité de ce sentiment, c'est que quelque part, on n'est pas disposé à vivre véritablement l'aventure. Et moi, je voguais vers la Mongolie, le cœur un peu trop léger, l'esprit un peu trop léger. J'étais pas préparé à vivre l'aventure Mhm. véritablement. Mhm. C'est- il y a cette phrase de Sénèque qui est dans ton livre qui dit cet important compagnon qu'on n'arrive pas à semer Mhm. soi-même. Mais tu as un autre compagnon, donc, qui devient ton compagnon dans ce voyage, c'est l'ennui. Mhm. Et puis c'est très drôle parce que dans comment on appelle ça, les notes de catalogue au début du livre, tu sais, pour dire que j'ai lu ton livre, j'ai même lu les notes de catalogue, puis c'est marqué Mongolie, description de voyage, ennui, lassitude. Alors, si quelqu'un dans le monde cherche un livre sur la lassitude et l'ennui, va tomber sur ton spleen d'Oulan-Bator. Donc, on arrive au cœur de ton livre avec ton compagnon le plus fidèle dans ce voyage, l'ennui. Tu le décris comme un cocon ouaté. Il, il, ne promenait, il ne promettait ni excitation ni épanouissement, mais ne coûtait rien et surtout ne comportait aucun risque. Avec lui, on investit peu et on ne risque rien. Et puis tu vas plus loin, tu parles du vide, de néant gisant dans les catacombes de l'ennui, de l'inertie suprême, du zéro Kelvin du désir, du refuge ultime, du dernier retranchement de l'être. C'est quand même beau. Euh, c'est bien. Pour vrai, j'ai une qualité littéraire de ce livre que, que, que je veux quand même souligner. C'est pour ça que j'ai sorti les citations parce que je trouve que les mots sont quand même bien enlignés. Euh, alors, alors, selon toi, en quoi l'ennui peut-il devenir un refuge? Qu'est-ce qu'il fait que cet état sans risque peut donner une illusion de protection, d'abri? Ben, merci, Akash, pour tes bons mots. Ça me touche d'autant que c'était quand même, je disais que j'avais pas d'ambition très claire en écrivant, mais j'avais envie d'explorer les mots. L'aventure se faisait aussi à travers les mots. Alors, le grand plaisir venait entre autres de choisir des mots, de bien les choisir et de les tisser le plus élégamment possible. Alors, merci. Euh, oui, ben, l'ennui, je sors de cette introspection, je sors de cette exploration littéraire et personnelle du sentiment de l'ennui avec
pas un sentiment ou pas une idée extrêmement claire, je n'arriverai pas avec une typologie de l'ennui, mais euh, il y a, dans mon expérience, effectivement, et de longue date, je pense que l'ennui, je pense que je peux confier, et quiconque va lire le livre va le découvrir assez rapidement, mais je pense que je suis une âme assez splineuse, pour le dire comme ça, Ah, assez prompte à l'ennui. tu le caches pas. Non, c'est même très clair en dessous de mon nom, dans le titre. Euh, et j'essayais de comprendre comment ça m'habitait, pourquoi. Et je pense que l'ennui, effectivement, comme je le dis, c'est que c'est un refuge. L'aventure comporte une part de risque, hein. Et l'aventure, c'est pas que dans le voyage. C'est dans la vie intellectuelle, c'est dans la vie personnelle, c'est dans la vie amoureuse. Jean Kelevitch dit que l'amour, c'est vraiment la plus grande aventure qu'on peut vivre. Ça a sa part de risque. Donc, quand on s'ennuie, quand on se réfugie dans ce sentiment, et qu'on évite l'adversité, eh bien, on est protégé, on est à l'abri, c'est un cocon. Ça peut être relativement réconfortant, mais en même temps, puisqu'on ne prend aucun risque, n'investit pas, on ne s'éprouve pas, on ne découvre pas. Donc, c'est le risque. C'est le risque de l'ennui. Je tiens à dire, je disais que je n'ai pas une typologie de l'ennui, mais quand même, il y a deux, je pense, grands types d'ennuis qui me semblent évidents, puis c'est des ennuis qui m'ont habité de façon enfin, il y a un premier type d'ennui qui m'a habité en Mongolie, c'est celui que je décris beaucoup, mais vers la fin du livre, quand je parle de l'expérience de l'écriture là-dessus, il y a un autre type d'ennui. Euh, il y a un ennui stérile et un ennui fécond. L'ennui stérile, c'est l'ennui à la Baudelaire, hein, que je cite dans le livre. C'est le grand spécialiste de l'ennui. Baudelaire fuyait l'ennui comme de la peste. Il parle effectivement d'un sentiment de spleen, quelque chose de ténébreux, quelque chose de terrassant, quelque chose d'anéantissant. Alors que l'ennui fécond, c'est l'ennui plus nietzschéen. Et je pourrais citer un passage que je trouve très juste de Nietzsche, qui dit: Pour le penseur, comme pour tous les esprits sensibles, l'ennui est ce désagréable calme plat de l'âme qui précède l'heureuse navigation et les vents joyeux. Il faut qu'il le supporte, qu'il en attende l'effet. Donc, dans ce refuge, on peut vivre de l'ennui, on peut vivre l'ennui stérile, mais on peut vivre l'ennui fécond. J'ai écrit ce livre-là que j'aurais peut-être pas écrit autrement à cause d'une hernie discale. J'étais alité, je n'avais rien à faire. Et là, soudainement, il y a un vide, là. L'ennui me regardait du coin de l'œil. Le spleen me regardait. Il dit: Tu vas t'ennuyer, mon vieux. Mais là, a jailli de l'imagination, du désir, l'écriture de ce livre. Alors, il n'y a pas grand-chose a priori de différent dans les contextes, mais il y en a un qui a été spleen, quelque chose de très stérile, et l'autre, un ennui fécond. Donc, s'il y a une leçon aussi, c'est que l'ennui n'est pas à fuir à tout prix. Une autre citation de Nietzsche que je trouve Vas-y, instructive: fais-toi plaisir. Chasser l'ennui de soi par n'importe quel moyen est aussi vulgaire que le fait de travailler sans plaisir. Ah, ben. Alors, l'ennui, c'est ce qui précède l'aventure et c'est ce qui la suit. Il faut Mm. ces moments d'ennui pour rêver à ses projets à venir, à ses aventures. Ça prend ces moments d'ennui aussi pour les laisser germer, en Mm. quelque sorte. Cela dit, rassurez-vous, on finit par sortir de cette chambre, de cette pièce, et on va quand même euh, rencontrer Oulan-Bator, ses environs. Euh, Tu finis par éteindre Netflix, sortir de cette routine. Tu écris: l'ennui finit par nous géolocaliser, mais quelles que soient nos coordonnées, puis tu nous amènes hors de l'appartement, jusqu'au cœur de cette Mongolie contemporaine, où le passé et le présent sont toujours emmêlés, entremêlés. Mhm. Euh, Tu décris la ville, ses paysages, le smog, l'atmosphère, dans tous les sens. Euh, et, et tu parles d'une étrange familiarité. Mhm. On rencontre aussi des gens. Et en rencontrant ces gens-là, tu parles d'une étrange familiarité
avec cette Mongolie, avec cette culture. Et quand même, on s'imagine, moi je suis jamais allé là, mais on s'imagine quand même loin de la Plaza Saint-Hubert. Puis, euh, euh, où, où est cette familiarité-là? Et c'est pas justement là où tu finis par faire ou, retrouver cette Mongolie de ton premier voyage, Mhm. peut-être. Ouais. Oui. Peut-être pour retourner à l'origine de ma fascination, qui perdure d'ailleurs pour ce pays, pour la Mongolie, pour sa culture. Quelque chose qui m'a énormément frappé et qui, je crois, participe à mon sentiment de familiarité avec la culture, c'est une culture qui est imprégnée très fortement de liberté individuelle. Et ce qui contraste énormément avec les pays environnants, surtout la Chine, les Corées, le Japon, pays qui sont très proches culturellement par ailleurs ou très proches géographiquement, qui sont des cultures confucéennes, très différentes. Mais l'esprit nomade, et c'est pas juste moi qui le dis, hein, c'est Gan Huyag, un homme d'affaires, puis Babar, qui est un intellectuel public, qui était un leader de la révolution démocratique de la fin du règne soviétique, le disent aussi. Ils disent on est ici épris de liberté individuelle qui vient de l'esprit nomade, qui fait que on n'accepte pas les embrigadements, on n'accepte pas les systèmes qui nous contraignent notre action. Et puis ça se remarque dans des petites choses du quotidien, c'est très anecdotique, là. Je peux donner un exemple que je cite dans le livre, mais dans l'avion de Mongolian Airlines qui partait de Pékin pour aller à Ulaanbaatar, les gens, quand avait quitté le quai, il commençait à rouler vers, les gens se levaient. Et les agentes de bord couraient, disaient, asseyez-vous, asseyez-vous. Puis non, je vais aux toilettes, je veux de l'eau. Et je parlais récemment à quelqu'un, un ressortissant mongol, il me disait, oui, puis tu le remarqueras aussi dans l'aménagement urbain. Hein, en ville, qui est un phénomène plus tardif dans l'histoire mongole, étant un peuple nomade, ben, on le voit, c'est un peu construit anarchiquement. Et ça se voit jusque dans le système politique. Hein. C'est entouré de régimes autoritaires, hyper centralisés, mais en Mongolie, c'est un régime qui ne cesse de se décentraliser et où le président et le premier ministre doivent, de peine et de misère, se partager des pouvoirs. C'est très difficile d'embrigader. Donc, c'est un peu je parle du très anecdotique jusqu'au système politique, mais on est des Occidentaux, je suis un occidental, de retrouver cet esprit de liberté individuelle, on est un peu chez soi. C'est un système culturel qui peut nous ressembler un peu. On pourrait dire, le reste, c'est un bout d'Occident en plein cœur de l'Asie. Ça, je l'ai déjà lu et je trouve que c'est relativement juste. Puis, ben oui, donc cette liberté, cet esprit d'indépendance qui les habite fortement, et leur stoïcisme. Ça aussi, je leur prête aussi un stoïcisme assez frappant. Euh, Par rapport aux éléments. Puis je dois dire que je suis assez fasciné par la philosophie stoïcienne, qui n'est pas toujours très populaire, mais que je trouve très sage. Cette idée que de ne pas essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler et garder ton courage et ta fortitude intérieure par rapport aux éléments. Et puis je retrouverai une phrase de Sénèque qui me semblait parfaitement s'appliquer à ce peuple nomade, qui est parlait de ces gens qui acceptent, tout comme ils supportent le froid de l'hiver et l'inclémence du ciel. Ça, je disais ça dans Sénèque. Je disais, mais mon Dieu, c'est les Mongols qui vivent dans des yourtes sans presque très peu de moyens technologiques et ne s'abritent des froids sibériens pendant plusieurs mois de l'année qu'avec un peu de feutre et un petit poêle très mal isolé qui chauffe au crottin. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a le quart ou le tiers de la population qui vit comme ça encore. Et c'est très fort dans l'esprit de Et la pas culture très loin de mongole. la ville. Et, Oui, oui, effectivement. C'est là que il y a un phénomène dont je parle aussi dans le livre. C'est là que je fais une sortie dans les Ger Districts, les quartiers des yurts, qui est la moitié de la population d'Ulaanbaatar, qui vit dans le pourtour. Certains diraient un bidonville, mais c'est un peu excessif, c'est pas exactement ça. Mais disons, les nomades arrivent en ville. L'hiver est quand même dur. Il y en a qui perdent leur cheptel. Alors, viennent vivre l'exode rural, vont en mm, ville et établissent leur yourte, plantent leur yourte, c'est ça, en périphérie de la ville, qui gagnent du terrain comme ça et chauffent, continuent à chauffer
la ville, enfin leur yourte avec du charbon de mauvaise qualité, ce qui donne le fameux smog Mm. qui enveloppe la ville. Alors, pour terminer cet entretien, euh, tu parles tu dis que le voyage n'est complet qu'à rebours. C'est bien dit, je trouve. C'est lorsqu'il est terminé qu'on en contemple l'entièreté, qu'il est le plus riche. Il prend alors son sens, sa cohérence. Alors là, tu as entrepris, tu as fait ce voyage à rebours, tu as mis ça sur papier. Ma question, c'est finalement, est-ce que la vraie aventure, c'est celle de la littérature, c'est celle qui commence maintenant? Le risque, l'inconnu, toute la, ce que tu voulais, tout ce que tu recherchais, l'aventure, peut-être tu vas le retrouver maintenant. Es-tu stoïque par rapport à ce qui t'attend? Euh, mais je veux quand même que tu parles de ce voyage à rebours, qui est la pratique d'écriture, finalement, qui t'a permis de retourner dans le passé et de tourner et retourner les questions qui te bouleversaient peut-être à l'époque, mais peut-être aussi aujourd'hui. Mhm. Oui, c'est un sentiment que j'ai toujours eu qu'après avoir vécu quelque chose d'intense, après avoir vécu après avoir été dans l'action, en l'occurrence un voyage, quelle que soit la façon dont ça s'est passé, c'est seulement quand on arrête de bouger, que le mouvement arrête et qu'on arrête de regarder en avant, hein, parce que l'aventure, c'est quelque chose qui regarde. On n'est pas dans le temps présent, on est dans le temps futur proche tout le temps. On est toujours en train d'anticiper, de chercher, d'avancer. Euh, donc, c'est quand tu arrêtes de bouger que tu peux regarder rétrospectivement ce que tu as vécu et pouvoir le décortiquer, l'approfondir et y trouver sens. Puis, j'ai trouvé une magnifique formule de Jean Kelevitch, encore une fois, qui appelle cette phase la phase esthétique. La phase expérientielle, c'est celle de l'action, et c'est la phase esthétique par laquelle, justement, on peut regarder à rebours comme ça. Alors, le voyage, que je croyais être un échec au départ, hein, en bonne partie, sur lequel je voulais tourner la page, sans mauvais jeu de mots, mais que je n'ai pas réussi à faire, ben, finalement, a pris vie, a finalement mise en mouvement et j'ai perdu mon idée. Là, je devrais pouvoir t'aider. Mm. Mais enfin, oui, l'aventure s'est faite et s'est conclue quelque part avec ce livre, dans la mesure où j'ai pu donner, j'espère, dans une petite mesure, en tout cas, moi j'ai le sentiment d'avoir mieux compris, d'avoir mieux cerné, d'avoir fait la paix un peu peut-être avec cet épisode, comme je disais, qui était un échec. Et maintenant, c'est un livre dans lequel vous avez compris, je me livre beaucoup. Alors là, il y a une mise à nu dans une certaine mesure et donc une aventure dans le fait que, oui, dans le fait que je ne contrôle pas et que c'est lancé et que, voilà, donc c'était une écriture de l'écrire, mais je pense que l'aventure, elle se vit surtout maintenant. Et je pense que ma dose d'excitation mélangée à de l'anxiété me dicte que c'est effectivement une aventure qui commence. Mais je ne peux que te souhaiter, et je pense que les gens ici sont d'accord avec moi, qu'un voyage et une aventure avec ce livre qui te permettent des rencontres, qui te permettent aussi peut-être de sortir de toi-même, de te retrouver autrement ailleurs. Et là, c'est pas cool de le dire tout de suite, et peut-être vers d'autres livres éventuellement. Mais pour l'instant, profite de celui-ci. Là, j'imagine que tu vas rester ici à la table, signer des exemplaires. Je pense que oui. Et je pense, mais là, je fais l'animateur, puis je pense qu'il y a peut-être du vin à ceux qui en veulent. Moi, je voudrais un verre d'eau, mais si j'ai pas de verre, mais je voudrais quand même symboliquement lever mon verre puis te féliciter pour ce livre.